J'ai aussi demandé une chance, votre honneur. J'avais 16 ans lors de cet accident. Je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas un meurtrier, de quelque nature que ce soit. Au tribunal du Michigan cette semaine, Travion Smith, 18 ans, a nié être meurtrier. 2 ans après un accident à grande vitesse ayant tué une mère et son bébé à naître, paralysé son mari et blessé leur enfant en bas âge. Le jury l'avait déclaré coupable, mais la décision finale du juge, elle restait encore à venir. Nous allons analyser la décision qui a scellé le sort de Smith pour des décennies avec un avocat expert en procès. Bienvenue dans le Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. On entendait une mouche voler dans la salle d'audience du comté de Macomb quand Travion Smith, 18 ans, s'est levé pour parler, son avenir entre les mains du juge James Bierna. Et dans un dernier plaidoyer, Smith a tenté de se dissocier de l'étiquette de meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier de quelque sorte que ce soit. Le Seigneur connaît mon cœur, votre honneur, et respectueusement, avec tout le respect que je vous dois, j'espère qu'il vous aidera à le comprendre aussi. Mais quelques minutes plus tard, le juge a prononcé les mots qui définiront le reste de la vie de Smith, une peine de prison qui s'étendra sur des décennies à l'âge adulte. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 2 ans en arrière. Il faut revenir à une nuit d'été à Sterling Heights, dans le Michigan. Le 12 août 2023, vers 21h30, un lieutenant de police de Sterling Heights rapporte que des agents ont vu une Chevy Equinox rouler étrangement sur la route de Kens Miles. Le clignotant était allumé. La voiture déviait de sa voie et cela a tout de suite éveillé des soupçons. Ce type de zigzag et d'hésitation signale souvent un conducteur possiblement ivre. Alors, la police s'est placée derrière le véhicule pour vérifier la plaque d'immatriculation. Une vérification rapide a montré que le SUV n'était pas assuré, ce qui est directement un délit mineur, non? Alors, les agents sont intervenus pour un contrôle routier de routine. C'est là que tout a basculé, là où commence le chagrin. Si le conducteur, Travion Smith, alors âgé de 16 ans, s'était simplement arrêté, rien de ce que vous allez entendre ne se serait produit. Et une famille n'aurait pas à se remettre de ce qui est essentiellement un cauchemar inimaginable. Parce qu'au lieu de s'arrêter, Smith a appuyé sur l'accélérateur. Les enquêteurs disent qu'il a poussé ce véhicule jusqu'à 150 km/h sur l'avenue Van Dyke, puis a foncé à travers un feu rouge à la route Seas Mills. À cette intersection, il a percuté une autre voiture. À l'intérieur se trouvait Faith Kanaya, 31 ans. Elle a aussi utilisé le nom de Faith Gouma, son mari Norman Gouma et leur fils de 2 ans. Maintenant, tragiquement, Faith, qui était enceinte, est morte sur le coup avec son enfant à naître. Norman a survécu, mais il est resté paralysé, incapable de parler ou de s'occuper de lui-même. Et ce petit garçon a été grièvement blessé, mais heureusement, il a fini par se rétablir. Et d'une manière ou d'une autre, malgré la dévastation qu'il a laissée derrière lui, Smith s'en est sorti sans la moindre égratignure. Il a été arrêté. Les dossiers du tribunal indiquent qu'il a été inculpé comme adulte pour meurtre au second degré, négligence ayant causé la mort d'un fœtus, fuite devant la police et 2 chefs de conduite dangereuse ayant causé des blessures graves. En juillet, un jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Et après le verdict, le procureur Pierre Lucido n'a pas mâché ses mots, déclarant « Cette fois, un jury s'est exprimé. » Assez, c'est assez. Ce verdict du jury nous rappelle à tous que chaque choix que nous faisons entraîne des conséquences qui vont bien au-delà de l'instant présent. La décision de ce jeune homme de fuir un simple contrôle routier a laissé une perte immense. Ces actes n'ont pas seulement brisé une famille, mais ont aussi érodé le sentiment de sécurité de la communauté. Notre bureau poursuivra toujours sans relâche la justice pour les familles qui doivent vivre avec ces événements tragiques et inutiles. Selon le bureau du procureur du comté de Macomb, la Chambre du Michigan étudie un projet de loi pour alourdir les peines contre ceux qui refusent de s'arrêter pour la police. Dans ce communiqué, Lucido a mentionné cette législation en attente, affirmant que fuir met en danger des innocents. Je veux arrêter ce pari. Il faut renforcer légalement les conséquences avec des peines de prison obligatoires. Les habitants de l'État du Michigan méritent d'être protégés. Au fait, je dois le souligner. Hormis l'accusation de meurtre, les procureurs voulaient vraiment faire de son cas un exemple. Comme dit plus tôt, Smith a été inculpé pour fuite et refus d'obtempérer à la police. Selon la loi du Michigan, c'est un crime réparti en 4 degrés. Smith a été inculpé pour un crime au 1er degré, ce qui signifie que ses actes ont entraîné la mort de quelqu'un et il serait donc passible de jusqu'à 15 ans de prison.
Le problème, c'est que cette peine de prison maximale n'est pas obligatoire, contrairement à la demande du procureur. C'est un point. Donc, avec tout cela en tête, le verdict de culpabilité dans cette affaire a ramené tout le monde au tribunal cette semaine, le 26 août pour la sentence, où le juge allait rendre une décision qui changerait la vie de Travion Smith à jamais. Très bien, nous allons y arriver, mais d'abord, je veux inviter un invité spécial pour m'aider à tout expliquer. Ancien procureur et avocat en contentieux civil et pénal, Imran Ansari. Imran, ravi de te voir. Je veux commencer par ce que je viens de dire. C'est intéressant. Ce dont nous parlons est un peu flou quant à ce que cela pourrait être. Mais l'idée d'une initiative pour augmenter les peines, peut-être une peine de prison obligatoire pour les personnes qui ne s'arrêtent pas lors d'un contrôle routier de routine. Pensez-vous que c'est la bonne décision? Encore une fois, dans ce cas, je ne sais pas si cela l'aurait dissuadé, mais s'il s'était arrêté, rien ne serait arrivé. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il devrait y avoir des peines plus sévères pour les personnes qui ne s'arrêtent pas? Bien sûr, cela dépend des circonstances, non? Cette législation qu'ils essaient de faire passer pourrait être très, très bénéfique à certains égards, non? Parce qu'elle aurait un effet dissuasif pour quelqu'un qui ne va pas obéir à l'ordre d'un agent de s'arrêter. Mais en même temps, la personne qui ne s'arrête pas est déjà dans un état d'esprit où elle va potentiellement commettre des actes criminels. Maintenant, il peut y avoir des raisons légitimes pour lesquelles quelqu'un ne s'arrête pas. Mais Jesse, je dirais qu'il y a probablement peu de cas où, quand quelqu'un voit un agent derrière lui avec les gyrophares ou l'entend au micro dire « Vous savez, rangez-vous à droite », mais qu'il appuie alors sur l'accélérateur, cette personne n'a pas la bonne intention, n'est-ce pas? Il y a une raison néfaste pour laquelle il fuyait souvent la police dans la plupart des cas. Donc, je vois l'intérêt de la mise en œuvre de cette législation car elle donne aux forces de l'ordre et aux procureurs la possibilité de poursuivre quelqu'un qui a fui la police de manière plus rigoureuse ou stricte. Concernant l'effet dissuasif, il peut exister, mais une personne qui veut fuir la police le fera probablement malgré tout. Et concernant cette affaire, pensez-vous qu'il était approprié de l'inculper et de le juger comme un adulte, compte tenu de ce qui s'est passé ici? Et quand on parle d'accusations extrêmement graves comme le meurtre au second degré, pensez-vous que c'était la bonne décision à prendre? Je pense que c'était le cas dans cette affaire particulière parce que les procureurs et bien sûr ensuite le tribunal, en examinant la demande de le juger comme un adulte, prenaient en compte les circonstances, n'est-ce pas? Il a pris la fuite devant la police et cela a eu des conséquences catastrophiques pour cette famille. Vous savez, y avait-il une intention? Il n'en faut pas forcément pour un tel crime. Et cela a essentiellement anéanti une famille. Une mère et son enfant à naître ont perdu la vie. Le père est paralysé dans un état de santé déplorable. Et maintenant, il y a ce jeune enfant qui va vraiment grandir dans un foyer brisé. Donc, je comprends pourquoi la décision a été prise. Et je pense vraiment que si vous allez poursuivre quelqu'un comme un adulte, le juger de cette manière, porter ses accusations, c'est le cas approprié. Êtes-vous surpris qu'il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation? J'ai du mal à voir quelle aurait pu être la défense, cette idée que c'était une mauvaise décision, mais un accident. Et je vais vous faire écouter un extrait de ce qu'a dit son avocat lors de la condamnation, mais cela ne change rien. Étiez-vous surpris par ce verdict? Je n'étais pas surpris. Et c'est l'un de ces cas où, en tant qu'avocat de la défense, tu sais que tu pars avec un sérieux handicap parce que dès le début, Jesse, tu vas avoir une réaction vraiment choquée de la part du jury. Ils vont être en colère. Ils vont voir l'accusé comme quelqu'un de très insensible et très imprudent dans ses actes, qui a pris des vies et a vraiment brisé cette famille. Et cela ne me surprend pas qu'il ait été reconnu coupable. Je ne suis pas surpris par son inculpation. En tant qu'avocat de la défense, vous examinez l'affaire. Si votre client veut aller au procès, malgré la difficulté, vous le ferez, mais c'était une affaire très dure pour la défense. Pendant la condamnation, Smith a pris la parole en son nom. Mais au lieu d'assumer pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé, il a résisté. Mais même avant d'en arriver là, d'accord, même avant que l'audience ne commence officiellement, Smith s'est vu poser une question assez routinière mais importante. Était-il satisfait de son avocat? Voici ce qu'il avait à dire. Je vois. Je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas ce qui se passe.
Au début, là, tout allait bien, mais maintenant, je lutte pour mon dossier depuis 2 ans, votre honneur. Je défends mon dossier depuis mes 16 ans. On prononce la sentence, c'est presque fini. Je ne veux pas que vous croyiez que je prolonge les choses. Je suis juste prêt à en finir avec tout ça, les gars. Êtes-vous satisfait que M. Hervala soit votre avocat aujourd'hui pour la prononciation de la sentence? Oui, c'est la fin. C'est à vous, votre honneur. Vraiment? Eh bien, c'est votre troisième avocat. Vous voulez continuer avec M. Hervala aujourd'hui? Oui, d'accord, très bien. Merci, monsieur le juge. D'accord. Alors tout d'abord, quelle est l'importance juridique lorsqu'un juge demande à un prévenu s'il est satisfait de son avocat, s'il se sent en confiance avec la représentation de celui-ci lors de l'audience de condamnation? Ici, le prévenu dit en résumé, « Il aurait pu déposer plus de requêtes pour moi, mais ne l'a pas fait. » Qu'est-ce que le tribunal est censé faire à ce stade? Eh bien, on voit clairement que ce prévenu est peut-être assez malin pour préparer une contestation de la condamnation puis de la peine en invoquant par exemple l'incompétence de son avocat et aussi une éventuelle question d'appel. Ouais, des questions d'appel, mais même avant l'appel, il se peut qu'il obtienne une autre avocat pour déposer une requête en annulation du verdict et contester la représentation de son avocat dès le départ. Et bien sûr, lors d'un véritable appel de l'affaire, ce serait l'une des questions d'appel qu'il pourrait vouloir soulever. Donc, il est clairement en train de constituer un dossier à ce stade pour montrer qu'il n'a peut-être pas été entièrement satisfait de la représentation. Cela pourrait être soulevé en appel et dans des requêtes post-procès. Le tribunal aurait-il dû annuler cette audience de détermination de la peine? Je crois qu'ils ont dit que c'était son troisième avocat, où le tribunal dit « Écoutez, j'entends, mais vous me demandez d'avancer » ou vous dites simplement « C'est comme ça à ce stade ». Je ne sais pas vraiment ce que le tribunal était censé faire à part poursuivre l'audience. Oui, et Jesse, tu soulèves un excellent point à propos du fait qu'il ait eu plusieurs avocats, que ce soit peut-être son troisième avocat dans cette affaire. Le juge devra finir par mettre un terme à cela avec un prévenu. Lorsqu'une condamnation et un verdict sont déjà prononcés, la phase de la sentence n'est pas toujours centrée sur le prévenu, n'est-ce pas? Vous savez, il faut rendre justice et permettre à cette famille de tourner la page. Et je pense que c'est ce que le juge a en tête ici. Ils disent en gros, très bien, vous pouvez soulever ce point, faites-le en appel. Nous allons poursuivre avec la sentence. Et vous savez, il y a clairement un schéma qui se répète avec cet accusé. Peut-être que la patience du tribunal avait alors atteint sa limite. Maintenant, cette audience de condamnation a commencé et elle a débuté par des déclarations bouleversantes des victimes, lues à haute voix par le procureur. Et cela reflète toute la profondeur de cette perte, l'effet boule de neige que cet accident a eu sur la famille de Faith et Norman. Les amis voient en Faith une lumière, une épouse et mère dévouée, dont la vie et celle de son enfant à naître ont été volées soudainement. Les blessures de Norman qui l'ont laissé incapable de bouger ou de parler ont été décrites comme un sort pire que la mort. Leur fils en bas âge a perdu la présence entière de ses parents dans sa vie. Et après ces déclarations d'impact, l'avocat de Smith s'est levé et a tenté de plaider pour la clémence. Il a dressé un tableau très différent. C'était un accident, pas un meurtre prémédité. Personne. Je veux dire, j'ai vu des affaires bien plus horribles que celle-ci, même pour un meurtre. Cravion est un adolescent de 16 ans respectueux des lois. Il n'a absolument aucun antécédent, même pas une contravention. Cravion n'a jamais eu de malveillance envers la famille Kenaya, ni envers qui que ce soit d'autre. Mais le procureur a vite rejeté l'argument de la défense, soulignant que les déclarations de Smith et ses efforts pour se défendre n'effaçaient pas le fait qu'il avait détruit une famille. Votre conduite a tué une femme et son enfant à naître. Vous êtes un meurtrier. Votre honneur, l'accusé, veut protéger ses droits. Il n'arrive même pas à faire passer sa foi dans sa famille. Il ne peut pas présenter ses condoléances sans tout ramener à lui. C'est quelqu'un dont nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'avenir. Enfin, Smith a pris la parole au tribunal. Et alors qu'il présentait ce qui pouvait être perçu comme des excuses partielles avant de recentrer l'attention sur lui-même.
Tout d'abord, je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à la famille Kanaya. Et je souhaite à Faith Kanaya, Chris et Seigneur, j'ai demandé à mon avocat, mon conseiller juridique, de déposer une requête pour préserver mes droits. Et je demande respectueusement que cela soit... Oh, pardon, votre honneur, je suis un peu nerveux. Je n'ai commis aucun crime. Donc, je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit. Je ne comprends vraiment même pas pourquoi ils m'ont suivi au départ, votre honneur. Je ne suis pas un meurtrier, de quelque sorte que ce soit. Il a ensuite demandé au juge d'ignorer le verdict ou de lui accorder un nouveau procès. Que s'est-il passé? Le juge James Biernat a prononcé la sentence. 25 à 40 ans de prison. Imran, je me tourne vers toi. Tu penses que c'est la peine appropriée ici? Combien de temps penses-tu qu'il va réellement purger? Il ne semble pas que quoi que ce soit qu'il aurait pu dire, ou que son avocat de la défense aurait pu dire, aurait vraiment pu changer quoi que ce soit à cette situation. Je veux dire, peut-être que je me trompe. Oui, je suis d'accord, j'essaie. Vous savez, la défense devait, vous savez, ils allaient intervenir après ces déclarations des victimes, ce qui est très difficile à faire pour un avocat de la défense quand on a une affaire aussi chargée émotionnellement avec une perte de vie aussi tragique. Vous savez, dans une affaire comme celle-ci, il va falloir essayer de plaider que c'était un accident, n'est-ce pas? Mais il s'agit d'un accident qui dépasse le cadre de la négligence, ce que les procureurs ont d'ailleurs examiné. Le jury a examiné cette affaire et a convenu que cela allait bien au-delà d'un simple accident et qu'il s'agissait d'un acte criminel. La défense avait peu d'arguments ici. Et puis, il y avait l'accusé, n'est-ce pas, qui n'apportait vraiment pas grand-chose à sa sympathie pour la famille. Il n'exprimait pas vraiment de remords pour ses actes. Et cela va entrer en ligne de compte lorsque le juge prendra finalement sa décision concernant la sentence ici. Et c'est ce que nous voyons ici. Je veux en fait revenir sur la photo d'identité judiciaire de cet accusé. Et si vous regardez la photo d'identité judiciaire de cet accusé, même à ce moment-là, juste après cette horrible tragédie, il a en quelque sorte ce petit sourire en coin. Je pense que cela s'est ressenti durant le procès, les réquisitions du procureur et sa façon de s'adresser au tribunal. Je ne suis donc pas surpris par sa peine et pense qu'il la purgera entièrement. Écoutez, considérez la dévastation qu'il a laissée, et nous évoquons tous les facteurs atténuants possibles. Il ne s'est pas aidé. Un avocat ne peut pas tout contrôler dans la déclaration de son client, n'est-ce pas? Vous pourriez avoir un client qui demande « Que me conseillez-vous de dire? Est-ce que je devrais dire quelque chose ?» Mais au final, c'est à l'accusé de dire ce qu'il veut, tant que le juge l'autorise. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître son client. Et s'il semble qu'ils vont se desservir eux-mêmes lors de la phase de condamnation, il vaut mieux les avertir et leur conseiller de vous laisser parler en leur nom. Au final, c'est leur choix. S'ils veulent saisir le tribunal, vous ne pouvez pas les en empêcher. Et vous espérez simplement qu'ils vont s'adresser au tribunal et aux familles des victimes et montrer des remords pour leurs actes après une condamnation. Vous savez, bien sûr, cependant, s'il y a... Je m'éloigne de cette affaire, mais dans un scénario où vous allez faire appel de la condamnation et maintenir l'innocence de votre client, vous allez lui demander de s'adresser au tribunal d'une certaine manière ou pas du tout. Mais dans ce cas, vous espérez que l'accusé va se lever et regarder le jury, regarder le juge, regarder la famille et indiquer qu'il éprouve un certain remords pour ses actes. Parlons-en, car pour la famille de Faith, cette audience, cette sentence, cette décision a marqué la fin d'un long procès, mais ce n'est pas la fin de leur chagrin. Sur la page GoFundMe créée après l'accident, un membre de la famille a exprimé à quel point cette nuit fut dévastatrice. Une partie du message dit que c'est une tragédie absolue et un cauchemar de situation. Mon meilleur ami et cousin, Norman, rentrait chez lui avec sa femme enceinte, Faith, et leur fils de 2 ans, le samedi 12 août 2023 quand leur voiture a été percutée côté passager par un véhicule à 85 miles à l'heure, fuyant la police pour défaut d'assurance. Le bébé a eu des côtes fracturées et des organes lacérés, mais il devrait complètement se rétablir. Dieu merci. Norman, lui, a été hospitalisé d'urgence. Au moment de la publication, Norman était dans un état critique, luttant pour survivre. Mais selon la dernière mise à jour de août 2024, il a été libéré en thérapie, mais malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de progrès sur le plan physique.
DacoFundMe a depuis recueilli près de 300 000 $ avec près de 300 000 dons. Et nous continuerons à garder cette famille dans nos pensées et nos prières alors qu'ils essaient de traverser ce terrible cauchemar. Imran, désolé et merci. Ravi de vous avoir vu. Merci de m'avoir invité, Jesse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous en parlerai la prochaine fois.